Alors effectivement, c'est le problème principal. C'est le problème principal parce que, par définition, la RSE ne s'observe pas. C'est ce qu'on va, en économie, on va appeler un bien de crédence. C'est-à-dire que c'est, pour prendre un autre exemple, c'est un bien dans lequel on ne peut pas connaître la qualité, en l'occurrence la qualité sociale et environnementale, y compris quand on a consommé le bien. C'est-à-dire une fois qu'on a acheté le bien et qu'on l'a consommé, bah on n'est toujours pas sûr que ce bien a été produit de manière socialement responsable ou environnementalement responsable. C'est un peu comme une course de taxi, si vous voulez. Vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous prenez un taxi, bah vous ne savez pas, y compris une fois que vous êtes arrivé à votre destination, si le taxi vous a amené du point A au point B de la manière la plus rapide. Donc il y a un problème fondamental de ce que les économistes appellent une asymétrie d'information, c'est-à-dire que le consommateur ne connaît pas la qualité réelle du bien. Et pour ce type de bien, bah, effectivement, les stratégies de communication sont fondamentales. Elles sont fondamentales à la fois pour les entreprises dites vertueuses, pour faire connaître la réelle qualité sociale ou environnementale du bien, mais elle peut aussi être utilisée de manière stratégique, cette communication, pour induire en erreur le consommateur, en jouant ici sur cet équilibre entre les investissements réels en termes de sociaux et environnementaux, et d'une part, et la communication d'une autre part. Et ça, c'est l'objet de certains travaux que je fais avec Julien Vaudet, qui est chercheur à l'Université Paris 13, dans lequel on se concentre sur la question du greenwashing. Le greenwashing, c'est le fait de chercher à induire en erreur le consommateur par une stratégie de communication. Donc, c'est pas forcément du mensonge, mais ça peut être une exagération par rapport à la réalité d'un engagement. Ou le fait de vouloir donner des indications qui vont chercher à induire en erreur le consommateur. C'est par exemple un grand groupe pétrolier qui va repeindre en verte ses stations d'essence, sans rien prétendre, mais en considérant que ça peut donner une image plus écologique au grand groupe, sans qu'évidemment ça change absolument rien à ces stratégies. Et on montre ici dans nos recherches qu'effectivement il peut y avoir ce type de comportement stratégique dans lequel les entreprises peuvent choisir d'envoyer plus ou moins d'informations qui sont des informations vérifiables et plus ou moins d'informations dites non vérifiables, c'est-à-dire, en gros, inonder le consommateur de communication pour chercher ici à le faire consommer ici ce bien ce bien ici dit RSE. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose auquel il faut veiller si on considère que la RSE est peut-être un objectif pour atteindre des objectifs sociaux et environnementaux, ça veut dire qu'il faut aussi chercher à réguler, à contrôler ces activités de communication des entreprises. Certaines autorités de la régulation de la publicité se sont engagées dans cette voie-là, mais il faut établir des critères relativement clairs pour éviter ici, dans la mesure du possible, ou limiter les comportements stratégiques des entreprises dans ce domaine. Alors les grands groupes, et notamment ce qu'on appelle les firmes multinationales, c'est-à-dire celles qui sont localisées dans plusieurs pays, c'est un enjeu essentiel en termes de RSE. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'existe pas de régulation sociale et environnementale contraignante au niveau international. Et c'est d'ailleurs pour ça que la RSE peut être un appui, un levier, pour améliorer les conditions de travail dans des pays dans lesquels les régulations sociales sont faibles, par exemple. Et même chose dans le domaine de l'environnement. Mais ici encore, et ça fait le lien avec la question précédente de la communication, ici encore, on fait face à un problème fondamental d'asymétrie d'information. Parce qu'il est déjà extrêmement compliqué de savoir comment une entreprise va produire localement. Il est encore plus compliqué de savoir pour le consommateur ce que l'entreprise va faire lorsqu'elle va s'implanter ici en Asie du Sud-Est, en Amérique latine ou en Afrique. Et certains pays qui ont des régulations sociales très faibles ou inexistantes, qui ont des régulations environnementales très faibles ou inexistantes, il peut y avoir une sorte de présomption de mauvaise pratique de la part des entreprises, qu'elles soient des entreprises dites responsables ou des entreprises qui ne le sont pas. Il y a dans la littérature, en économie, différents phénomènes. Alors dans l'environnement, on va parler de havres de pollution, c'est-à-dire des entreprises qui vont aller se localiser justement là où les régulations environnementales sont les plus faibles.
Dans le domaine social, ça sera la logique de dumping social, dans lequel, finalement, pareil, il y a une course au moins 10 ans social qui est encouragée par les phénomènes ici de délocalisation, dans le but de faire baisser les coûts pour les entreprises. Et donc vous avez ces deux phénomènes-là qui renforcent cette présomption ici du fait que les entreprises puissent aller dans certains pays pour voilà, bénéficier d'une régulation sociale ou environnementale plus avantageuse. Et pour le coup, c'est l'objet de recherches que nous menons avec Julien Vaudet, donc de l'université Paris 13, et Sophie Hatt, qui est actuellement à l'université de Lausanne, dans lequel on cherche à savoir si les firmes dites responsables ont un comportement similaire aux firmes dites non responsables. Et le résultat principal que l'on obtient, qui peut sembler relativement paradoxal, c'est que les entreprises qui ont plutôt de bonnes performances dans le domaine de l'environnement ont plus tendance que les autres à aller dans des pays dans lesquels les régulations environnementales sont relativement faibles. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce que finalement les entreprises responsables vont plutôt là où il y a de bonnes régulations environnementales, et on trouve ici l'inverse. Alors, c'est un résultat qui peut sembler paradoxal, mais qu'on explique très bien justement avec cet enjeu en termes de réputation de la part des entreprises. C'est-à-dire que, encore une fois, comme il est très difficile pour le consommateur de savoir comment l'entreprise produit sur un territoire, si vous voulez aller dans un pays qui a une mauvaise réputation dans le domaine social ou environnemental, vous devez convaincre le consommateur que vous y allez pour d'autres raisons que le fait de vouloir bénéficier de ces mauvaises régulations. Et il n'y a pas 36 000 moyens de convaincre le consommateur. Donc soit vous allez jouer sur l'image du pays, donc là, dans ce cas-là, vous allez aller plutôt dans des pays qui ont de bonnes régulations, soit vous jouez sur votre propre réputation. Et votre propre réputation, ça peut être aussi votre engagement passé, les investissements que vous avez faits, y compris sur votre territoire, dans le domaine environnemental en l'occurrence. Donc une entreprise qui voudra convaincre le consommateur qu'elle est vertueuse, y compris lorsqu'elle va investir dans des havres de pollution, entre guillemets, doit être une entreprise qui a montré qu'elle avait de bonnes performances environnementales. Et donc, en termes de couverture du risque, ici, de couverture du risque de réputation, ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, il peut y avoir ce comportement stratégique des entreprises, mais dans lequel la RSE est un moyen pour les entreprises de pouvoir investir dans un plus grand nombre de pays, sans avoir à subir ici ce risque de réputation. Donc encore une fois, on montre que la RSE est un enjeu stratégique pour les entreprises. On est bien loin ici de l'image de la RSE comme étant de la simple philanthropie de la part des chefs d'entreprise, mais il nous apparaît ici nécessaire de comprendre ces comportements stratégiques qui sont pas mauvais en soi, ils sont tels qu'ils sont, mais ces comportements stratégiques ont besoin d'être compris, d'être analysés, pour permettre d'avoir aussi une régulation qui va éviter que le consommateur soit induit en erreur par ces possibles comportements stratégiques. Voilà. Et c'est à ces conditions-là que la RSE pourrait être un levier pour effectivement améliorer les dimensions sociales et environnementales au sein des entreprises. Alors effectivement, l'innovation sociale et environnementale, moi je lis toujours les deux, hein, donc c'est l'aspect innovation sociale d'une part, environnementale d'une autre part, créateur de nouvelles opportunités, y compris de nouveaux métiers. Donc là, effectivement, le système éducatif, mais le système également de formation continue, parce que dans beaucoup de situations, c'est une évolution de métiers existants, plus que la création de nouveaux métiers. Il y a la création de nouveaux métiers d'une part, mais il y a également la nécessité de faire évoluer un certain nombre de métiers existants. Quand on parle de transition écologique, par exemple, on sait que la plupart des mutations en termes d'emploi seront le fait que certains emplois, par exemple dans le bâtiment, vont devoir prendre en compte ici des nouvelles exigences en termes d'isolation thermique, et donc apprendre de nouvelles techniques ici dans la conception ou la rénovation ici de différents biens. Voilà, et donc après, il y a le système éducatif qui s'adapte à ces nouvelles évolutions. Donc il y a toute une série de formations en développement durable, par exemple, qui se sont développées. Ce qui est très important de garder en tête, c'est qu'il est
fondamental d'avoir aussi une double compétence, c'est-à-dire que le développement durable s'adosse à une compétence soit technique, en termes de plutôt ingénieur, soit ici d'une autre thématique, donc voilà, le développement durable appliqué par exemple aux questions de développement, ou d'expertise de développement ici dans les pays en développement. Voilà, et donc ça c'est quelque chose qu'il est important de garder en tête. Il y a toute une série d'outils qui ont été mis en place de veille sur le nombre d'emplois qui pouvaient être générés ici par cette transition écologique, mais on pourrait aussi élargir cela là, aux aspects liés à l'innovation sociale, mais dans lequel c'est effectivement un enjeu pour nous tous en tant que participants ici à cet effort de formation de la population.